beaucoup est dit en peu de mots. Alors comment passe-t-on de la débrouille créative à l'économie structurée? Vraie question. Les ICC, ça représente au niveau mondial à peu près 7% du PIB, d'après les chiffres de la Banque mondiale. Et rien que pour l'Afrique, le volume est estimé à plus de 4 milliards de dollars. Et des milliers d'emplois créés, mais beaucoup dans l'informel, beaucoup de micro-entreprises. Alors, comment faire pour structurer le secteur? J'ai envie de commencer par vous, Dorine. Quels sont les obstacles ou les enseignements que vous tirez des expériences de terrain que vous avez rencontrées avec Africalia et qui peuvent être des éléments de réflexion pour aider à transformer ce grand potentiel en une économie structurée? Bonsoir à tous, enfin bonjour. Alors moi je suis, d'abord avant de répondre à la question Nicolas, je suis ravie que dans un rendez-vous comme l'Africa Political Outlook, la question des ICC vienne sur le terrain, s'invite dans ce débat, parce qu'on a l'habitude de parler des autres secteurs et très rarement du secteur des industries culturelles et créatives. Or, j'en suis personnellement convaincue, mais convaincue aussi en tant que directrice d'une structure qui fait de la coopération culturelle depuis 25 ans, puisque nous avons fêté nos 25 ans l'année passée, que aujourd'hui, encore plus que jamais, le secteur des ICC est une réponse, messieurs, mesdames les politiques dans la salle, est une réponse, en tout cas, à la question que vous posez sur la question de l'employabilité des jeunes. Mais pour cela, il y a une série de choses qu'il faut mettre en place, et donc c'est les défis que les entrepreneurs que nous accompagnons, les acteurs culturels que nous accompagnons, les artistes que nous accompagnons au travers des différents programmes que nous mettons en place rencontrent. Il y a évidemment, dans un premier temps, la question des ressources humaines. Parce que on a généralement dans les pays où nous sommes présents, les institutions académiques ou bien même les espaces comme les incubateurs, comme le disait tout à l'heure notre chère Batrouvri, sont pas légion dans les pays, et donc même quand elles existent, les cursus qui existent répondent très peu aux besoins du marché. Et donc à un moment donné, il faut pouvoir mettre en place des programmes qui puissent accompagner ces entrepreneurs-là, ces opérateurs culturels-là, de manière à pouvoir répondre aux défis qu'ils rencontrent d'un point de vue commercial, d'un point de vue gouvernance, économique. Et puis, et surtout, je voudrais revenir là, c'est plutôt le cadre politique, le cadre réglementaire qui nous manque généralement dans les pays, pour pouvoir permettre aux ICC de réaliser leur plein potentiel et contribuer réellement au développement du pays. Pourquoi? Parce que nous, en tout cas nous, excusez-moi d'utiliser le nous, quand on est dans les secteurs des industries culturelles et créatives, il y a certains éléments qu'il est important de comprendre pour pouvoir aborder cette matière-là. La force des ICC, c'est la propriété intellectuelle, c'est le droit d'auteur. Or, ces cadres existent très peu dans les pays d'intervention, et généralement aussi les politiques qui existent ou les bureaux des droits d'auteur qui existent fonctionnent comme dans les années 80. Or, le monde a évolué, et aujourd'hui il évolue parce que c'est une matière aussi qui est liée au numérique, et il va très vite, on l'a évoqué tout à l'heure, l'IA. Si on ne protège pas, ce sont de la matière on nourrit la bête, et on n'encadre pas l'utilisation. Donc il y a un cadre réglementaire. Il y a un cadre réglementaire aussi pour permettre aux investisseurs et même à tout autre qui voudrait intervenir dans le secteur culturel de pouvoir être présent. Et pour cela, on a besoin de mécanismes, d'incitants financiers pour qu'on puisse investir dans le secteur culturel. Le secteur culturel, dites-vous bien qu'il a une chose qui est assez extraordinaire par rapport aux autres secteurs, c'est la primauté de l'offre par rapport à la demande. C'est-à-dire que quelque part, nous créons le besoin de consommation culturelle. Mais c'est des besoins c'est des produits qu'on doit créer qui demandent du temps pour maturer. Des fois on réussit, des fois on réussit pas. Et on a besoin d'investissement à ce niveau-là. Et donc c'est important pour nous que ces cadres réglementaires, et je finis, en tout cas d'un point de vue des droits d'auteur, propriété intellectuelle, la question de la formation, la question des incitants financiers pour pouvoir avoir des mécanismes, des véhicules qui nous permettent de pouvoir développer de manière, je vais pas dire astronomique quand même, mais le secteur. Mais voilà. Merci Dorine. Donc, si ça ne tenait qu'à nous, je pense qu'on ferait un panel de 2 heures.
tellement le sujet est vaste et dans ton intervention, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a des questions, je retiens la question de la formation, pas toujours adaptée par rapport aux besoins des bénéficiaires, mais aussi du marché. L'accès au financement, l'accès au marché. Alors je me tourne vers vous, Madame Kassab. L'ALD se positionne comme un levier de développement des industries culturelles et créatives. J'utilise le mot industrie à dessein, puisque en réalité, ce sont des industries. Alors quels sont, dans votre action, les freins que vous avez identifiés pour que les moyens qui sont mis à disposition, qu'ils soient financiers ou réglementaires, puissent arriver dans les poches de ces entrepreneurs culturels? Peut-être, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici et peut-être pour prolonger le propos de Dorine, je voudrais souligner le fait qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, je n'aurais pas été invitée sur un tel panel. Il n'aurait peut-être d'ailleurs pas eu lieu. Et je n'aurais pas été invitée sur un tel panel parce que le champ et le domaine des industries culturelles et créatives, idem pour le domaine du sport, n'étaient pas considérés comme un secteur faisant partie des champs d'investissement pour le développement. Donc si je suis ici aujourd'hui en tant que représentante de l'Agence française de développement, d'une banque publique de développement, c'est qu'il y a bien eu déjà une prise de conscience qui est double, qui est à la fois qui se relie également au thème qui était abordé lors du panel précédent, c'est l'enjeu de refondation des partenariats et de se connecter aussi et de s'adresser également aux jeunesses, aux sociétés civiles, donc un enjeu de cohésion sociale et de solidarité par des liens humains, par les sociétés, que permet l'investissement dans le champ de la culture, et puis également la prise de conscience du poids économique de ce secteur. Donc vous l'avez rappelé, un secteur qui pèse économiquement et qui génère des emplois, puisque les ressources humaines, en réalité, sont vraiment au cœur de cette production artistique, de cette production culturelle. Et donc, on voit bien là une opportunité d'offrir des emplois à condition d'investir dans la structuration des filières, dans leur consolidation, pour que ces emplois soient effectivement dignes, apportent des revenus, des rémunérations justes, des cadres de protection sociale également satisfaisants pour les professionnels de ces métiers. Et donc, au sein du groupe Agence française de développement, quand nous a été confié ce nouveau mandat d'intervention dans le financement des industries culturelles et créatives, donc on a changé nos lunettes. On a décidé de regarder le domaine des industries culturelles et créatives comme un secteur d'investissement. Et donc de ne pas faire ce que font déjà très bien les instituts français et d'autres institutions qui existent et qui abordent et qui travaillent déjà dans le domaine de la coopération bilatérale dans le champ de la culture et de l'art ou du patrimoine, mais d'apporter notre savoir-faire, notre artisanat à nous, celui de banquier. Il est moins flamboyant parfois, mais il est tout aussi utile. Et donc c'est vraiment ces leviers qui ont été bien rappelé par l'introduction de l'ambassadeur Ouvry, c'est-à-dire à la fois la consolidation des cadres de régulation, des cadres de gouvernance, le fait d'accompagner des politiques publiques. Et je reviendrai sur le chemin parcouru, mais on s'est rendu compte qu'en fait nos partenaires africains investissaient et souhaitaient investir davantage dans leur politique de culture. Donc ça a été aussi une découverte de se rendre compte qu'ils ne voulaient pas forcément parler que d'investissement dans des infrastructures d'énergie ou d'autres services, mais que le champ de la culture pouvait être également perçu par nos partenaires africains comme un champ d'investissement. Également participer au financement de projets structurants, de projets identifiés. Et puis on a débuté également, on a tâtonné beaucoup en finançant des initiatives diverses, des incubateurs, en découvrant les acteurs du tissu des industries culturelles et créatives. Et donc on a eu l'opportunité justement de découvrir Africalia et de voir la puissance aussi de ce travail de terrain qui est finalement de la dentelle en réalité sur le terrain. Et puis cette opportunité de déployer des relations, des échanges d'expériences.
Et là, je trouve que c'est aussi quelque chose de formidable, c'est qu'un secteur, le secteur des industries culturelles et créatives est un secteur qui relie les sociétés, qui relie les expertises, et où finalement le tissu de savoir-faire que l'on a en France et qui est assez important, mais dans beaucoup d'autres pays, a beaucoup à apprendre, est déjà très connecté à beaucoup d'acteurs africains, et que finalement on pouvait s'appuyer, capitaliser également sur ces liens et ces partenariats déjà très existants pour constituer notre portefeuille d'intervention. Pour dire un chiffre, simplement, c'est qu'en moins de 10 ans, on a constitué un portefeuille de financement dans le domaine des industries culturelles et créatives qui représente près de 500 millions d'euros. Donc on parle de quelque chose qui n'est pas accessoire, qui mobilise à la fois l'AFD sur le financement d'acteurs publics, également notre filiale Proparco sur le volet privé, la mobilisation des acteurs financiers, essayer aussi de mieux comprendre les enjeux du risque financier qui entoure ce champ des industries culturelles et créatives, et puis Expertise France aussi comme ensemblier bien souvent d'acteurs d'un tissu d'acteurs français dont les savoir-faire peuvent intéresser, ou en partenariat avec des partenaires africains. Donc c'est pour dire aussi le potentiel que l'on ne soupçonnait pas forcément au moment où on a initié les activités. Ça a mis du temps à construire, mais effectivement on est arrivé à une phase d'accélération, de passage à l'échelle. Et simplement pour mentionner un événement qui a eu lieu à Lagos il y a quelques mois, Création Africa, qui a été un moment vibrant d'illustration des dynamiques, des connexions au niveau du continent, beaucoup d'échanges entre les pays de différentes expériences, et puis toute l'innovation et tout le potentiel de financement, et également l'intérêt du secteur privé, du secteur financier africain. Et là aussi, c'était très intéressant à observer. Merci. Encore beaucoup de sujets qui s'ouvrent, parce que j'entends quand même là aussi l'importance, oui, que j'ai salué à tout de l'incubation, mais la suite, comment s'assurer que les investissements qui seront faits s'inscrivent dans la durée, et finalement qu'une start-up devienne une entreprise, ou qu'un chanteur, un musicien de la Médina devienne Youssou N'Dour ou Salif Keita. Et puis quelles sont les infrastructures qui sont disponibles pour qu'on puisse structurer tout ça dans la durée. On va y venir dans un instant, mais avant ça, je voulais demander à Monsieur Djinadou, votre institut travaille sur la création le développement des discours africains pour les Africains. Comment vous concevez votre rapport, et quel concept proprement africain pourrait aider à construire le narratif et le soft power des industries culturelles et créatives africaines? Oui, merci beaucoup Nicolas. C'est bon de le dire, parce que moi je ne suis pas vraiment du secteur des investissements dans l'industrie créative. Mais je crois que je vais partir d'un chiffre, parce que voilà, on a cité certaines statistiques. Moi, j'ai regardé récemment l'industrie ou l'économie créative, c'est 2 à 2,5 000 milliards de dollars, et l'Afrique a 1 ou 2,5%, c'est 58 000 milliards en tout. Déjà, le déficit est là. Mais moi, je voudrais donner une dimension un peu humaine de la chose. Reprenons l'exemple de Youssou N'Dour, comme on a vu à l'instant. Lui aussi, c'est exceptionnel, artiste talentueux, mais il n'est pas le seul, il n'est pas unique, il y en a beaucoup d'autres. Alors, comment il se fait que Youssou N'Dour est au sommet depuis 40 ans? C'est-à-dire que il est au sommet depuis 40 ans, ou peut-être même encore un peu plus, parce qu'il a mis la rigueur, la méthode, le travail, la discipline. C'est-à-dire être talentueux ne suffit pas. Oui, c'est important. Je vous donne un autre exemple. Nous sommes dans le domaine de... C'est pour dire que si le talent ou l'art en soi suffisait, on n'aurait pas, on serait pas ici en ce moment. On ne citerait pas tous ces chiffres-là. Ce n'est que du... Excusez-moi de le dire, ce n'est que du spectacle si ce n'est pas accompagné, si ce n'est pas soutenu par tout ce dont, notamment les dames, ont parlé ici. Alors, un autre exemple... non, restons sur celui de Youssou N'Dour. Il aurait pu, lorsqu'il a voulu dépasser un peu le cadre de sa musique, il aurait pu créer une académie de musique pour que les jeunes puissent tout simplement mieux exceller dans leur art, piano, guitare, etc. Il a créé une fondation
pour permettre de l'autonomie et du développement en matière économique sur ces questions-là. Ça veut donc dire que, parce que certains disent de façon un peu provocatrice que l'art en soi, c'est-à-dire l'expression culturelle, physique, artistique, c'est pas ça qui fait progresser les sociétés en soi. C'est pas cette robution exclusive qui fait progresser aucune civilisation. C'est tout l'écosystème qu'il y a autour, et en matière d'investissement, mais surtout en matière de rigueur et de méthode. Je donne un autre exemple, puisqu'encore une fois, nous sommes dans le domaine de l'art, de la culture et du sport. Je donne sans doute certains d'entre nous connaissent, qui suivent un peu le basketball américain, LeBron James, sans doute l'un des meilleurs basketteurs de toute l'histoire. Lorsqu'il a voulu dépasser un peu sa fonction et créer quelque chose pour sa communauté, to give back to the community, encore une fois, il aurait pu créer une académie de basketball. Non, il a créé des écoles où les enfants peuvent venir de la maternelle à l'université gratuitement. C'est dire que l'éducation, la formation, je crois qu'on avait parlé rapidement, c'est ça qui est la base. Et c'est dans ce domaine-là que un peu d'autopromotion, que l'Institut Itoumon fonctionne réellement. Il y a sans doute le talent, les capacités de faire des choses et de prendre des initiatives. Tant que ce n'est pas soutenu par un véritable travail de rigueur, de méthode, eh ben, nous resterons au stade qu'on déplore. On a parlé de tous ces chanteurs et tous ces artistes. La plus-value ne vient pas, non pas parce que ils n'ont pas la capacité de le faire, mais parce qu'ils se sont pas mis dans un écosystème qui fait qu'ils puissent bénéficier de façon exponentielle de leur talent. Encore une fois, sans éducation, sans formation, c'est du spectacle, ça amuse les foules, tout le monde est content, mais on en sera toujours à déplorer le fait que on peut pas vivre du spectacle, on peut pas en faire des éléments de civilisation. Or, ce dont on a besoin sur le continent, c'est pouvoir progresser de manière sans doute personnelle ou sociétale, mais certainement économiquement. Pouvoir avoir des économies qui sont propres à nous, dans la pensée, dans l'action. Et donc, moi, je crois le message que je voudrais passer ici, encore une fois, la formation, l'éducation, ça devrait être le maître mot de tout ce qu'on fait, les investissements financiers, et on en trouvera toujours. Merci. Merci, monsieur Yed. Bon, je ne sais pas si les investissements financiers sont si facilement trouvables, mais ça permet de rebondir et de tendre la perche à Madame Valéreux. Comment on fait aujourd'hui pour qu'il y ait d'autres, et il y en a beaucoup, on voit que la culture africaine domine, que ce soit dans le sport, l'art contemporain, le cinéma, la production africaine, elle est quand même très haut dans les charts mondiaux, si je peux dire. Mais comment faire pour qu'il y ait d'autres Salif Keita, d'autres Youssou N'Dour, sur base de votre expérience de productrice, donc de professionnelle de l'industrie, des industries culturelles et créatives? Comment on fait et qu'est-ce qui manque? Merci beaucoup. D'abord, je peux dire cet événement très important. Et merci pour m'inviter aussi. Je suis honorée. Les discussions que Salif et moi, on a beaucoup, c'est ça, quelle chose on défendre. Nous, on ne pense pas juste à l'économie, on pense à l'écosystème intellectuel, écosystème culturel, et on veut défendre aussi l'héritage humain, parce qu'il y a une chose que je remarque complètement, l'économie, parce que moi, je suis la manager de Salif, mais je travaille aussi avec beaucoup d'autres artistes, plus connus, moins connus, mais je travaille aussi des fois comme agente pour de plus grands artistes, économiquement. Et ça m'étonne que de répondre, par exemple, le Nigeria, je m'imagine tout le monde connaît qu'est-ce qu'il passe avec la musique de Nigérien. C'est complètement populaire, c'est popularisé. Ça fait qu'encore Afrique a venu devant toute la musique, toute l'industrie. Et l'argent est énorme avec certains artistes que je m'imagine tout le monde connaît. Mais il y a aussi un autre côté que je pense que c'est encore plus important. C'est qu'est-ce qu'on représente. C'est quelle chose qu'on veut défendre et pourquoi. Et je pense une chose, que
quand on fait les tours, différents tours, moi je travaille avec Nigériens, avec Guinéens, et on a un Crazy qui est ici, vous allez le voir plus tard, qu'il est complètement génial, donc fait son propre, vraiment fait son propre économie et soutenir beaucoup de monde avec ça qu'il fait. Un exemple, je voulais qu'on écoute à quelques moments, mais qu'est-ce que c'est qu'on défend à part de faire une économie soutenable et fait que les grands artistes sont pas oubliés et sont pas dans la misère? Je peux vous faire des exemples ici. Moi, j'ai sorti des albums, je sors des vinyles, je sors des CD et je sors digital musique mondialement. Je suis indépendante label qui s'appelle One World Records et on a gagné plusieurs de prix avec, on a gagné Cuba Disco, 2 prix avec, j'ai aussi gagné, je passe l'album avec moi ici. On a gagné avec Omar Portuondo un Latin Grammy, on a été nominé pour Grammy. Je suis petit de cette façon label, mais à le même temps très grand parce que notre label, c'est entre les 20 meilleurs labels indépendants du monde. Et mon label, c'est numéro 2. J'ai la chance que ça m'est tombé des projets incroyables de l'histoire. Et qu'est-ce que représente ça? C'est Kassemady Diabaté. Et ça, c'est le fils. Ça, c'est la fille de Kassemady Diabaté. Et c'est le fils de Basekou Kouliaté. Elle joue les instruments traditionnels. Et cet album a été nominé le meilleur album de l'année 2025 de World Music Chart Europe et Trans Global World Music Chart. Alors, toutes les radios, merveilleuses. Il était décédé en 2018 et Awa n'avait pas l'argent pour prendre les pistes de le studio de son papa et le studio n'a pas donné les pistes. C'est incroyable comme... Je suis étonnée parce que dans toute ma carrière, et je crois que c'est pour ça que je travaille avec Salif et que je suis honorée de travailler pour lui. C'est dans toute ma carrière, moi, je veux la justice et je veux l'égalité et je veux le respect pour les artistes. Je juste le finir. Il y a quelqu'un qui est venu a compris qu'il y a ce souci avec les pistes de Kassemady et il a racheté pour donner à Awa et c'est Mad Kouyaté qui a produit l'album, fini produire l'album. C'est un grand honneur aussi parce que Kassemady, il était le meilleur ami de Salif Keita. Et si c'était pas pour Salif, elle se dit que c'était Kassemady qui était le meilleur chanteur. Il faut écouter cet album. Une beauté. Énormément autre intéressante, on vient de sortir Ali Keita et tout le monde pense que c'est le fils de Salif, mais il est de Côte d'Ivoire et il joue le balafon. Il a gagné plusieurs de prix, prix allemand de meilleur jazz musicien avec le balafon. Alors pour que vous compreniez qu'on est aussi le cubain, le Buena Vista, c'est les musiciens de Buena Vista Social Club aussi. Dans cet album, défendre toute la tradition cubaine. Alors, pour moi, le voleur, à part de l'économie qui des fois est merveilleuse, autrefois c'est catastrophique, on perd des vols, il y a des maladies, il y a des annulations, il y a tout type de catastrophes dans notre histoire et il n'y a même pas une bonne assurance. Moi, je suis entre le musicien et le festival musicien et théâtre. C'est moi qui prends tous les risques. Il faut que je paye le musicien. Passe une catastrophe, c'est moi qui va payer le musicien. C'est aussi moi qui va payer encore à le théâtre l'argent qu'elle a envoyé pour les bols. Alors, il n'y a pas une sécurité pour une personne comme moi. Mais Dieu a fait, les ancestors, a fait que je me sens très protégée. Parce que quand j'ai une catastrophe, ça vient une autre belle chose. Tout le temps comme ça. Alors, je pense aussi que c'est une des choses
d'être musicien, d'être artiste, c'est qu'on ne sait jamais. Ok, c'est trop loin. Pardon. Alors, Oh, merci. Merci pour ce beau témoignage. Bravo. Ça rejoint un peu ce que M. Ginello disait. Le talent est là, il faut travailler, et puis il y a les vagues, des vagues du succès ou du recul qui sont aussi à la fois la vie des êtres humains, puis la vie des artistes en particulier. Mr. Beckstrom, is it possible to develop ICC, cultural and creative industries, without infrastructure? And at what cost for the users? Yeah. I would do it in English, but my French is... No, do it in English, please. That's why I switched Thank you very much. to your language. Yes. I have a long background as a telecom regulator, and now working with Ericsson, work a lot with governments to see how we can drive the digital societies of governments. So I think starting on sort of speak a lot about digital now, we speak of digitalization of societies. I think that's really important. I mean, basic access to digital societies is sort of a human right for citizens. But networks today are used for, or connectivity is used for a lot of purposes for different sectors. So I think the cultural sector is a really good example on where connectivity has brought a lot of benefits, and it's created global markets for artists for different parts of the world. So I think that's really great. But there are challenges when it comes to the national dimension. I mean, so the governments need sort of to create a digital agenda, digital strategy for what they want from the connectivity. And it's not only about technology. I mean, we can help with the technology from Ericsson, how you frame that, but it's a lot wider than that. You need to create an ecosystem, as we talked about before. You need to have digital skills. You need to have different structures. You need to have an IPR, so on. So I think to look at that broader picture is really, really important. So I think, I mean, we see a swift change now of connectivity as a whole. I mean, going from, when we talk about connectivity in the past, we talked about basically broadband to connect to the internet, but now it's an integral part of the entire society. So I'm looking forward to work more on the cultural sector, this perspective as well. Okay, it sounds like progress. Linda, je pense que je ne sais pas si on a encore l'occasion de faire un tour de table. Je pense que on doit rendre la parole. Bon, voilà, on a dû raccourcir un peu ce débat. Moi, je suis un peu frustré, mais enfin, c'est les règles du jeu. Pardon. Mais j'allais vous demander à chacun, effectivement, petite conclusion en une phrase de ce que vous venez de ce débat, ou peut-être what should be the priority to develop further the creative economy in Africa, in particular. Avant que je oublie, parce que, pardon, mon français n'est pas tellement bien, alors c'est tellement meilleur que mon espagnol. pour moi me concentrer à beaucoup de paroles. Alors, excusez-moi. Je voulais dire qu'une des choses, évidemment, c'est la protection des droits des auteurs, c'est absolument important. Monsieur Bad a aussi parlé sur ça, c'est très très important qu'on connaisse d'où ça vient. On ne peut pas juste aller prendre des photos même fait les artificiels, c'est notre discussion qui est très dangereuse à ce moment pour toutes les arts. Ça va devenir, il y a trop d'art qui ne sera pas joli. La musique ne sera pas jolie que bien de laisser. Mais juste s'il y a quelqu'un très spécialisé. Mais une chose aussi que je veux dire, que dans le musique, on représente certains pays qu'on en sort, mais on est vraiment aussi les représentants de la humanité, et ambassadeurs de la humanité. Pour ça, c'est très important qu'on protège l'histoire. Et aussi, avec par exemple un artiste comme Steve Crazy, il est complètement moderne, mais il a aussi toute l'histoire avec lui. Alors, il fait le pont entre l'ancien et le futur. Et ça, je pense que c'est important aussi de ne pas oublier l'Israël et pas oublier notre histoire humaine. Merci. Monsieur Beckstrom. The conclusion. As a conclusion, I think one thing I didn't mention was I think how do we, I mean,
cultural activities give rise to data. How do we sort of protect the data? I think that's really important because we need to work everywhere. We need to work with global models, global companies, but we still need to have localized data, protect the data. I think that's extremely important for our society. Absolutely. Thank you. Moi, j'allais dire dans l'autre sens, de dire, je pense qu'une des choses qui manque souvent aux décideurs, c'est qu'on a un manque de données pour prouver notre contribution à. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille aussi, mais aussi rappeler que développer le secteur des industries culturelles et créatives n'est pas l'apanage seul du ministère de la Culture. Je crois qu'il faut convoquer les PME, la planification, les finances, parce que pour pouvoir arriver à développer des écosystèmes culturels forts dans les pays où ces ICC doivent se développer, ces ministères doivent être là, parce qu'au-delà des cadres normatifs, on vient sur les questions tout simplement d'une politique pour l'emploi, de la question des infrastructures culturelles et numériques, parce qu'elles sont intimement liées aujourd'hui, au-delà de la question du physique. Donc pour moi, j'aimerais dire qu'à un moment donné, c'est aussi réunir ces entités-là pour pouvoir dire mais que nous faut-il pour développer ces écosystèmes-là dans ces pays et forts. Et donc, voilà, moi je pense les databases et puis le fait que ce n'est pas l'apanage du ministère de la Culture seul on n'y arrivera pas, c'est certain. Il faut que les autres ministères soient présents. Ça, c'est une volonté politique. Merci, Wendy. Merci beaucoup. Je pense que ça va prolonger exactement ce propos et peut-être revenir encore sur l'introduction de l'ambassadeur Oudry. En réalité, on vient de... Et je pense que ce panel illustre bien en fait tout le défi d'aborder la question des ICC. C'est qu'on entre dans un domaine du sensible, de l'émotionnel, et pour autant, ne pas le regarder comme un secteur d'investissement, c'est mettre en risque des auteurs, des acteurs de ces milieux vulnérables, qui sont fragilisés, c'est ne pas reconnaître la valeur et c'est laisser la plus-value se générer ailleurs, alors que l'Afrique produit des contenus et que un enjeu en fait qui est important, c'est que les imaginaires africains aient toute leur place dans la construction du monde des investissements culturels, du monde digital, du monde qui se construit à travers l'IA. Aujourd'hui, vous nous avez autorisé à parler français et anglais, chacun dans sa langue, pas forcément maternelle d'ailleurs, mais dans la langue dans laquelle nous étions le plus confortable. Le fait que dans le domaine du digital, dans l'intelligence artificielle, les langues africaines en soient plus ou moins exclues est un risque aussi pour ce patrimoine, pour cet héritage et pour sa reconnaissance. Donc moi, j'ai un peu cette casquette peu rabat-joie parfois du banquier de développement qui est moins glamour, mais je pense que ces investissements, ils sont essentiels. Investir aujourd'hui, l'investissement dans le numérique, on le fait de manière aussi vigoureuse que l'investissement dans l'accès à l'électricité et en regardant effectivement la question des usages. Les ICC en son temps, on a investi dans la formation professionnelle, dans les cadres, dans les politiques publiques. Ce sont des projets massifs. On a pour la première fois un pays, le Bénin, qui a sollicité un financement budgétaire de politique publique à l'AFD. Ça n'est pas rien, ce type de financement. C'est un prêt pour sa politique culturelle. C'est aussi un pouvoir d'attractivité. On a également le domaine du tourisme. Donc, un acteur à part entière, un secteur à part entière et un enjeu d'investissement aussi. On a évoqué depuis l'ouverture tout à l'heure le défi des remises en question de l'aide publique au développement, de la diminution des ressources publiques. Ce secteur est très fortement perçu comme un secteur dépendant des ressources en subvention. Et donc faire la démonstration qu'il s'agit d'un secteur d'investissement est, je pense, essentiel pour justement continuer à accélérer cette mobilisation des ressources et ce soutien à la structuration des écosystèmes. Merci. Merci. Alors, Monsieur Djiladou, vous avez 2 mots de la fin. Oui, enfin, juste une phrase. Rapidement. Absolument, absolument. Moi, je souhaite que les artistes africains, puisque c'est le contexte ici, se projettent en chef d'entreprise. Et donc, s'ils veulent faire dans ce contexte-là,
l'éducation et la formation sont les éléments fondamentaux, sans lesquels tout leur art et l'économie créative est juste décorative. Essayons d'éviter ça. Voilà, merci. Voilà, merci. Bon, on va clôturer ce panel et j'ai envie de prendre un rendez-vous avec les organisateurs de l'Africa Political Outlook, que je remercie en passant, c'est que on puisse prolonger la discussion l'année prochaine et pouvoir constater peut-être si et lesquels progrès auraient pu être faits et quels sont concrètement les résultats qu'on pourrait mesurer et discuter. Donc j'ai envie de vous dire rendez-vous dans un an. Merci.